Pour développer différentes sources de gains, encore faut-il avoir une petite typologie des revenus en tête. Pourquoi ? Parce que le futur va être dur, très dur, encore plus que la période actuelle. Nous vivons une époque sombre où les problèmes s'accumulent les uns aux autres sans qu'on cherche réellement à les résoudre. Guerre, crise financière, problèmes écologiques majeurs, avancée du néolibéralisme prédateur, destruction des protections sociales par des gouvernements autoritaristes qui comptent bien protéger les plus riches au détriment des plus pauvres. Alors, je sais, vous êtes là pour développer vos finances et pas pour écouter quelqu'un qui vous parle de tous les problèmes de notre civilisation. Sauf que ces problèmes sont déjà là et que la politique de l'autruche ne vous servira à rien. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de s'y préparer. Et avoir de multiples sources de revenus en est une première réponse. Alors, dans cet épisode, nous allons voir pourquoi il est important de mettre en place différents types de revenus, mais aussi pourquoi il est important de comprendre les différents types de revenus. Ensuite, à la fin de cette vidéo, nous verrons comment développer ces différents compléments et dans quel ordre le faire. Du coup, on y va ? Allez, on y va ! Bonjour à tous et bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon partenaire Le Cube, bonjour tout le monde. Nous allons répertorier puis analyser les différents types de revenus que vous pouvez mettre en place pour obtenir des compléments de salaire et ainsi améliorer sensiblement vos finances. Mais avant ça, si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Les épisodes de 1, 2, 3 Richesses déroulent toutes les étapes vous permettant d'atteindre l'indépendance financière. Donc en vous abonnant, vous n'en manquerez aucun. Nous nous trouvons actuellement dans un contexte de crise économique grave. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais à mon avis, nous sommes en train d'assister, en plus de la baisse du pouvoir d'achat, à la disparition des revenus de transfert. Alors déjà, c'est quoi les revenus de transfert ? Eh bien, il s'agit tout simplement de la redistribution de revenus qui permet de pallier les risques sociaux menaçant le niveau de vie de certaines catégories de population. Les deux revenus de transfert les plus connus sont les aides aux chômeurs et la retraite. Ah, et avec leur disparition, les gens ne pourront plus compter sur grand-chose. Exactement. Dans ce contexte, il ne te reste plus qu'à travailler en priant pour ne jamais tomber au chômage, tout en essayant de mettre de côté de l'argent pour le jour où tu ne pourras plus travailler. Et tout ça devra se faire sur son seul salaire. Sauf que dépendre d'une seule source de revenus est extrêmement risqué, et ce d'autant plus lorsqu'on se retrouve dans des périodes d'incertitude. Il est donc important de mettre en place une diversification de ces revenus pour pouvoir se protéger. Encore faut-il avoir connaissance des types de revenus existants, ce qui explique le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Exactement. De plus, chaque source de revenus induit une stratégie différente pour générer ses propres flux de liquidités, ce qui rend encore plus important le fait de les connaître ou même les reconnaître. Alors, comme d'habitude, commençons par la base. Que vous le vouliez ou non, il y a une base, un socle, qui vous servira de point d'appui pour l'ensemble des investissements que vous comptez faire. Votre revenu primaire. Et dans la majorité des cas, il passera par votre emploi et votre salaire. Oui, mais si le but est d'atteindre l'indépendance financière pour pouvoir quitter son emploi, il y a des tas de personnes qui décident de développer leurs finances pour atteindre cet objectif. Alors, c'est le cas pour certains, mais une étude réalisée en 2021 sur les raisons d'investir en bourse montre que 70% des répondants investissent avant tout pour se constituer un complément de retraite. Vous trouverez le lien de cette étude en description. Cela dit, quelle que soit la raison, cela ne change rien au fait que pour investir, il te faut un revenu, et que ce revenu est d'abord celui du travail. Ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, dans un premier temps, tu dois faire en sorte d'avoir ce revenu régulier. Donc, il faut considérer son emploi comme une simple base sur laquelle s'appuyer pour réaliser les étapes suivantes. C'est tout à fait ça. Ton salaire n'est que le premier outil sur lequel tu te reposes pour construire d'autres formes de revenus. Alors, je sais que ça semble évident, mais c'est toujours bon de le rappeler et surtout d'en avoir conscience. Bon, et pour les autres sources de revenus alors ? Eh bien, il y a évidemment le pendant de l'emploi et du salaire. Si le revenu du travail est le point de départ nécessaire pour atteindre ses objectifs financiers,
Le revenu du capital en est son aboutissement. Ici, il ne s'agit plus de travailler pour gagner de l'argent, mais bien de faire travailler son argent pour gagner de l'argent. On court-circuite le processus standard, quoi. En fait, c'est ça l'indépendance financière, non ? Oui, du moins lorsque le revenu du capital fournit l'équivalent d'un salaire. Cependant, le problème majeur du revenu du capital, c'est qu'il nécessite justement un capital. Ah bah ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu droit à une la palissade. J'étais persuadé que tu allais me la faire celle-là, et ça a pas loupé. Non mais ce que je veux dire, c'est que la somme nécessaire pour vivre des gains de son propre argent est forcément importante. Oui, car le revenu du capital est le fruit des investissements qu'on réalise. Or, investir, c'est acheter des actifs qui vont, eux, produire des gains. Mais le rendement de ces actifs ne représente qu'une part, un pourcentage, de la somme investie. Enfin, si j'ai bien compris les épisodes précédents. Ah mais tu as très bien compris, et assez bien résumé. Du coup, la différence entre les gains qu'on réalise et la somme qu'on investit, elle est importante jusqu'à quel point ? C'est du genre beaucoup ou beaucoup ? En fait, ça dépend de tout un tas de facteurs. Mais bon, juste pour avoir un ordre d'idée, si tu voulais avoir l'équivalent de 1 200 € par mois avec de l'argent qui serait placé à 5%, il te faudrait 288 000 € de capital. Et je n'ai pas pris en compte l'imposition. Ah oui, quand même. Mais, le point positif, c'est qu'il s'agit avant tout d'un revenu complètement passif. Là j'ai du mal à suivre. Je croyais qu'on achetait des actifs. Et puis, les passifs, ce sont pas des dépenses qui coûtent de l'argent ? On en parle dans la vidéo sur la transformation des passifs en actifs, justement. C'est parce qu'il ne faut pas confondre une dépense qui entraîne un passif d'un revenu passif qui est complètement autre chose, même si le processus est relativement semblable. Il va falloir que tu éclaires ma lanterne. Eh bien, une dépense peut entraîner un passif car, une fois que tu as effectué ton achat, le bien va continuer à te coûter de l'argent. Donc son effet perdure dans le temps. Oui, jusque-là j'avais compris. Un revenu passif, c'est le même processus. Une fois mis en place, le revenu perdure dans le temps sans que tu aies besoin de fournir un effort excessif pour le maintenir. En fait, tu fournis le travail une fois alors que les gains, eux, vont continuer. Exactement. Par exemple, les droits d'auteur sont un type de revenu passif. Donc, lorsque George Martin écrit le premier tome de Game of Thrones, le processus d'écriture est le travail qu'il effectue. À partir du moment où le roman est publié, il touche des droits sur les ventes. Et ces revenus continueront tant qu'il y aura des ventes. Ah, et investir permet d'obtenir des revenus passifs, car on achète les actifs en amont, mais ils vont continuer à produire des gains tant qu'on les détient. Voilà. Mais l'investissement n'est qu'un type de revenu passif. Les droits d'auteur, les royalties, les licences, les brevets, mais aussi les business automatisés comme on en trouve sur Internet, permettent également d'obtenir des revenus passifs. L'avantage, c'est qu'ils produisent des revenus réguliers, mais avec un effort de travail réalisé seulement en amont. Alors une chaîne YouTube comme la nôtre peut permettre de produire des revenus passifs. Oui et non. En fait, dans le cas d'un projet comme une chaîne YouTube, on est plutôt dans le revenu semi-passif. Le revenu semi-passif ? Mais qu'est-ce que c'est encore que ça ? C'est pas possible, tu inventes des catégories. Non, ça part d'une constatation. Il existe des activités qui globalement fonctionnent comme des revenus passifs, mais qui demandent quand même une certaine dose de travail pour continuer à produire des gains. Typiquement, YouTube en fait partie. La monétisation provenant essentiellement du nombre de vues, les vidéos postées sur la plateforme amènent un revenu passif. Mais s'il n'y a pas une production régulière, une chaîne peut très vite retomber dans l'oubli et donc voir une diminution de ses revenus. D'où l'importance de l'engagement de ceux qui regardent avec les abonnements, les likes, les partages et les commentaires. Mais comme autre exemple de revenu semi-passif, on peut citer tout ce qui concerne les locations temporaires, que ce soit les gîtes ou autres garde-meubles. Il s'agit bien d'une forme de revenu passif, mais qui vont demander un minimum de travail, ne serait-ce que pour l'entretien ou même trouver de nouveaux clients. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous proposer dans les commentaires des types d'activités et nous dire dans quelle catégorie de revenus vous les placeriez.
Bon, on va pas se la raconter, le meilleur moyen d'augmenter sensiblement ses revenus personnels est de passer par une activité complémentaire. Tu veux dire avoir un deuxième boulot ? Alors, oui et non. L'idée n'est pas forcément de trouver un travail d'appoint, même si ce type de job entre également dans la catégorie des activités complémentaires, mais plutôt d'envisager ça sous la forme d'un projet à plus long terme. Et c'est quoi la différence ? Prenons l'exemple du pet sitting, la garde d'animaux. C'est un travail de service que tu peux réaliser de 3 façons différentes, correspondant à 3 niveaux d'implication. Premièrement, tu fais ça de temps en temps, quand l'occasion s'en présente et sur un cercle de clients assez réduit. En gros, il y a les amis et les amis de tes amis qui vont t'appeler lorsqu'ils ont besoin d'un dépannage. Ces revenus vont te permettre d'arrondir les fins de mois. Du coup, c'est une activité de dépannage, autant pour eux que pour nous. Si tu veux. Deuxième niveau, tu fais ça en plus de ton emploi, mais à un rythme plus important. Par exemple en t'inscrivant auprès de plateformes qui proposent ce genre de service. La rémunération t'apporte un véritable complément de salaire. Et donc, on est sur une activité complémentaire. Je saisis le principe. Troisième niveau, tu crées une véritable activité, soit en faisant ça à plein temps, soit en créant ta propre structure qui va offrir ce genre de service et peut-être même employer d'autres personnes pour étendre ton activité. Et là, on est dans une forme d'activité de remplacement parce qu'elle peut remplacer l'emploi qu'on occupe. On passe dans l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, en fonction de la façon dont tu vas te placer sur cette échelle, l'argent gagné pourra constituer un revenu secondaire ou un vrai revenu primaire. Et bien sûr, tu peux décider soit de te placer directement à un certain niveau, soit franchir les étapes une à une afin de faire progresser à la fois ta compétence et tes revenus. À toi de déterminer ta propre approche. Mais être conscient de ces étapes va te permettre de mieux anticiper les choses et te placer dans une stratégie de revenus plus globale. Mais justement, concrètement, comment on fait pour mettre tous ces revenus en place ? Alors, bien évidemment, il n'y a pas un seul schéma possible. Par contre, il peut y avoir un principe à appliquer. Développez un maximum de revenus différents, mais concentrez-vous sur un seul à la fois. Je vois, on en choisit un, on le développe, et lorsqu'il a atteint sa maturité, on passe au suivant. C'est ça. Bien entendu, misez d'abord sur vos revenus primaires, le salaire. Là, il s'agit d'apprendre à le gérer pour développer votre capacité d'épargne. En d'autres termes, il s'agit d'apprendre à contrôler ses dépenses. On a toute une playlist qui traite de ce thème sur la chaîne. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Ensuite, utilisez cette même capacité d'épargne pour investir et ainsi commencer à vous créer le deuxième type de revenus, les revenus passifs. Lorsque ces éléments sont installés et que vous avez pris l'habitude d'investir selon une méthodologie précise, on tease de futurs épisodes là. Vous pouvez ensuite passer à la mise en place de revenus alternatifs, soit par la création d'une petite activité complémentaire ou semi-passive, soit par un projet plus ambitieux avec une entreprise à la clé. Et bien sûr, les apports financiers obtenus peuvent ensuite être orientés vers vos investissements. En effet, n'oubliez pas une chose, créer de multiples flux de revenus n'a au final qu'un seul objectif: augmenter votre flux de liquidité personnelle et ainsi accroître votre propre capacité d'investissement. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à sa conclusion. Vous pouvez bien sûr en approfondir le contenu à l'aide des articles de blog qui lui sont associés. Je vous invite également à partager vos questions ou vos remarques dans les commentaires. Et si vous appréciez notre travail et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Parallèlement, pour aider à notre référencement, vous pouvez aussi mettre un like et partager ce contenu. En attendant, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo ? On dit ça ? Allez, on dit ça.